D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un immense plaisir, je dois dire. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de choses qui vous sont peut-être pas très familières. Je vais vous parler d'anthropologie médicale et je vais vous parler d'ethnomédecine. Donc, je vais vous parler de la manière dont, dans pas mal de sociétés de la planète, dans pas mal de cultures, je vais vous parler de la façon dont le traitement d'un organe s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, avec des approches qui ne sont pas très familières, certainement, de praticiens ou des praticiens que vous êtes, puisque ces approches qu'on étudie en ethnomédecine considèrent souvent qu'un organe s'inscrit dans quelque chose de très global, qui est la relation de l'individu à son corps, d'une part, mais l'individu dans un cadre encore beaucoup plus large, qui peut être la relation à la nature, la relation au cosmos, la relation à la spiritualité. Donc on est dans des espaces très différents par rapport à ce que vous avez l'habitude peut-être d'envisager au niveau professionnel. Alors je prendrai dans cette petite visite rapide de l'ethnomédecine 3 exemples de médecine qui sont employés à La Réunion. Le premier exemple, ça sera la médecine chinoise, qui n'est pas encore extrêmement développée ici, mais qui pour autant commence à bien s'implanter. Je vous parlerai aussi de médecine ayurvédique, et enfin de médecine traditionnelle réunionnaise, qui est celle qu'en général, paradoxalement, on connaît le moins, puisqu'elle est sans doute, la médecine chinoise, ça semble être une évidence, tout le monde en a entendu parler, personne ne se pose la question de savoir si c'est une vraie médecine ou pas, enfin, s'il y a une reconnaissance réelle de la médecine chinoise maintenant. La médecine ayurvédique, bah aussi, on commence à en parler, à savoir à peu près comment elle fonctionne, ce que c'est. Puis la médecine réunionnaise, quand même assez paradoxale, puisque c'est chez nous que ça se passe, on a tendance à penser qu'elle n'existe pas, d'abord, et que les patients, quand ils font état de leur représentation du corps, de leur manière de se soigner, des thérapeutes qu'ils ont l'habitude d'aller voir en complément de leurs thérapeutes biomédicaux, dans le cadre de ce qu'on appelle les itinéraires thérapeutiques, en fait, il y a une non-reconnaissance de tout ça à La Réunion, et c'est comme si ces itinéraires thérapeutiques n'existaient pas, comme si cette médecine traditionnelle réunionnaise n'existait pas. Donc ça va nous amener d'abord tout ça à nous intéresser à l'ethnomédecine. Donc l'ethnomédecine, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, dans l'absolu. Ça a été créé dans les années 1950-1960, plutôt aux États-Unis, par des chercheurs en neurosciences qui, à l'époque, s'intéressaient à d'autres disciplines et aux liens que ces disciplines pouvaient avoir avec les sciences des peuples de manière générale, et ça a donné l'ethnobotanique, l'ethnozoologie notamment, l'ethnomédecine étant une de ces ethnosciences. Donc, en sciences humaines, comment est-ce qu'on va la définir? L'ethnomédecine, d'abord, on la range dans les petites boîtes, donc on la range comme une branche de l'anthropologie médicale. Et comment est-ce qu'elle va se définir? Elle va se définir comme l'étude de tous les systèmes médicaux non occidentaux, donc toutes les médecines qui peuvent exister à la surface de la planète, exception faite de la médecine occidentale moderne, qu'on appelle également biomédecine. Et donc, en ethnomédecine, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier l'ensemble des représentations du corps, de la maladie, du malheur, la classification des maladies, les liens que ces classifications des maladies opèrent entre maladie d'une part, santé, malheur, nature, représentation plus spirituelle, et dans les classifications des maladies, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est la répartition des maladies entre parfois maladies naturelles et également maladies surnaturelles, ce qui n'existe pas évidemment dans la médecine occidentale moderne. Donc, cette ethnomédecine, comment est-ce qu'on va la définir? On va la définir aussi, donc là je cite Serge Jeunesse, qui est un collègue canadien, qui est un des pionniers de l'ethnomédecine. Donc il l'a défini, lui, de façon très très simple, comme l'ensemble des croyances et des pratiques relatives à la maladie dans chaque société. Donc là, il ne se mouille pas, c'est une définition qui est vraiment très très large.
Et ce qu'il faut en tenir surtout, c'est vraiment cette différence très très grande entre notre médecine occidentale moderne et ses représentations et ces systèmes médicaux autres qu'on va trouver dans d'autres sociétés. Pourquoi je parle d'opposition parfois? Parce qu'il y a une dimension qui n'existe plus dans notre médecine occidentale moderne, donc qui existe vraiment très très peu maintenant. On pourra peut-être y revenir, qui est la dimension de lien entre le corps et le sacré, ou entre le corps et tout ce qui peut être magique, magico-religieux, etc., qui a complètement disparu dans notre médecine. Dans la médecine occidentale moderne, il en reste très très peu de choses. Il en reste le rapport aux 3 et aux 7, par exemple. Quand vous discutez avec les médecins généralistes, beaucoup vous disent que les patients sont d'autant plus observants qu'on leur prescrit des remèdes, les médicaments, pendant 7 jours, à prendre 3 fois par jour. Alors, ce qui, d'un point de vue médical, est pas franchement le truc le plus... Enfin, voilà, il n'y a pas de raison objective de leur donner des médicaments 3 fois par jour pendant 7 jours. Pourquoi 3 fois par jour pendant 7 jours? 3, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et le 7, dans l'ancienne... dans les anciennes représentations qu'on trouvait en Europe, 7, c'était le chiffre magique et qui repoussait le mal. C'était ce qu'on utilisait dans les églises pour faire partir le malin. Et c'est resté. Donc, dans notre médecine maintenant, c'est à peu près la seule chose qui reste de l'époque où il y avait un lien entre médecine et sacré. Bon, énormément de médecins ne savent pas ça, c'est un truc tout bête, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années là-dessus et qui ont montré qu'effectivement, les patients étaient beaucoup plus observants quand on leur donnait les trucs 3 fois par jour pendant 7 jours. C'est très bête, mais voilà. Donc, un des premiers chercheurs qui s'est intéressé à tout ça, on était dans les années 1920, c'était un chercheur qui s'appelait Rivers. Il avait écrit à l'époque un bouquin qui s'appelait Médecine, magie et religion. Et il a montré à l'époque que la médecine, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas séparé du reste de la société. Et il a montré à l'époque que la médecine, elle s'inscrit, quelle que soit la société dans laquelle on se trouve, à l'intérieur d'une organisation sociale, et que quand on veut soigner un patient, on ne peut absolument pas séparer ça d'autres aspects de la culture. Et donc, ces aspects, ces liens avec la culture, qui vont donner pour le patient le sens de ce qu'il est en train de vivre, le sens de la maladie. Et donc, Rivers nous dit, on était en 1924, donc c'est pas un truc très récent, il nous dit qu'il y a une logique interne à chaque système médical et que même à l'époque où on était encore dans des logiques très évolutionnistes, puisqu'on pensait à l'époque que les sociétés humaines se présentaient un petit peu sous la forme d'une pyramide avec au sommet de la pyramide évidemment l'Occident, hein, donc ceux qui étaient supposés être au top de la civilisation, c'était les Occidentaux, puis selon le chercheur qui s'exprimait, si c'était un Français, évidemment le top de la civilisation c'était la société française, si c'était un Anglais c'était bien évidemment la société de sa très gracieuse majesté, si c'était un Américain, enfin bon je ne fais pas, on pensait qu'il y avait donc une pyramide comme ça et que en fait on parlait à l'époque de société primitive, donc ça montre bien qu'il y avait vraiment une distinction qui était faite entre les différents peuples. Et même à cette époque-là, même dans ces sociétés qu'on appelait sociétés primitives, les chercheurs de l'époque reconnaissaient, ce qui était quand même énorme, qu'il y avait des logiques internes au système. C'est-à-dire que leur façon de se soigner, c'était pas n'importe quoi, et que quand on prenait leur manière de soigner, qu'on essayait de comprendre un petit peu les logiques internes à tout ça, finalement, on trouvait les logiques, et puis on voyait à quoi ça correspondait, quoi. Par exemple, Rivers prend un exemple qui est célèbre maintenant, qu'il avait observé dans les îles Salomon. Alors ça n'a rien à voir avec l'ophtalmologie pour le coup. Il observe un thérapeute en train de faire des massages sur une dame, et puis il dit dans son bouquin, dans un premier temps, en fait c'est très logique, puis cette dame, d'après les massages, ça a l'air d'être un problème de constipation chronique, donc il est en train de faire des massages, c'est très logique, il n'y a aucun problème. Jusqu'à ce qu'il pose la question au thérapeute de ce qu'a la dame. Et le thérapeute lui répond, mais c'est très très simple, elle a une pieuvre dans le ventre. Alors là, le récit de Rivers change, il commence à dire, ok, quand même un peu bizarre. Et puis le thérapeute continue un petit peu de raconter son histoire. Il dit oui, elle a une pieuvre dans le ventre, et puis la pieuvre, si j'interviens pas très vite, elle va grandir, et puis ma patiente, elle va mourir.
Bon, là, Rivers se dit, ok, là, il y a un souci, on est en pleine époque évolutionniste, et sa conclusion, c'est, en gros, on est dans les îles Salomon, c'est n'importe quoi, vive notre médecine occidentale moderne, ils sont complètement à côté de la plaque. Bon, alors, on était quand même en 1924. Ce que Rivers n'avait pas pris en compte à l'époque, ou pas suffisamment, c'était le contexte, et c'était la réalité de la maladie pour les gens sur place. On était dans les îles Salomon, dans une société de pêcheurs. Les gens vivaient uniquement autour de la pêche, des poissons, des petites bêtes de la mer. La totalité de leur monde était construit autour de tout ça. Et en fait, quand il nous parle d'une dame qui a une pieuvre à l'intérieur du ventre et que la pieuvre étend ses tentacules et que quand les tentacules arrivent à la tête, la dame va mourir, en fait, il ne nous parle absolument pas d'une pieuvre, on s'en doute bien. Il nous fait une jolie métaphore dans laquelle il nous parle peut-être de la douleur, mais en tout état de cause, on est dans de la métaphore. Et on comprend d'autant plus qu'on connaît la société en question, on connaît le contexte, et que du coup on peut faire les liens entre la façon dont les gens pensent et la manière dont ils vont traduire leur mal, la manière dont ils vont en parler. Donc là on était, oui, dans les années 1920. Alors ce qui nous a montré quand même Rivers, si ce n'est qu'il était un petit peu décalé à l'époque et encore très marqué par cette période évolutionniste, il nous a montré que, en fait, la médecine traditionnelle, les médecines traditionnelles, quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve, qu'elles font partie de la culture des peuples et que, en fait, des conceptions médicales, comme cette histoire de pieuvre, qui peuvent nous sembler complètement décalées dans un premier temps, si on les recontextualise, si on essaye de comprendre le point de vue du patient, si on essaye de comprendre la manière dont lui vit les choses, les logiques qu'il a par rapport à sa culture, et bien finalement, comme par magie, si je puis dire, les choses s'éclairent et le patient en comprend. C'est-à-dire qu'on comprend d'un seul coup comment il pense les choses, ce qui se passe, et dans certains cas, ça va même pouvoir éclairer sur les symptômes que le patient ressent. Parce que les choses ne se passent pas que dans sa tête, elles se passent aussi dans son corps. Donc, en fait, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que, quelle que soit la culture médicale dans laquelle on va se situer, exception faite de notre médecine occidentale moderne, pour des raisons qu'on va voir dans un instant, le corps humain, il est vu comme une globalité et il est vu en fait comme une entité qu'on ne va pas pouvoir dissocier du reste de la culture. Alors, la première chose, je voulais juste vous montrer quelques représentations du corps humain dans diverses cultures. Je les trouve assez marrantes parce qu'elles sont très différentes. Je ne vais pas m'étendre sur ces petites gravures. C'est juste pour vous montrer vraiment la variation qu'on peut avoir dans ces représentations du corps humain selon les endroits où on se situe, selon qu'on se trouve. D'ailleurs, je vais m'amuser à ne pas vous dire d'où elles viennent, mais il y en a qui viennent... si, c'est écrit en arabe, donc c'est un peu... Puis bon, il y en a où il y a des caractères chinois, mais bon, il y en a certaines qui viennent d'Occident, il y en a certaines qui viennent du monde arabe, il y en a certaines qui viennent de Chine, il y en a qui viennent du Tibet. Et en fait, selon l'endroit où on se trouve, selon l'endroit de la planète où on se trouve, et bien, le corps humain, on ne se le représente pas de la même manière. Et le seul point commun qu'on a au milieu de tout ça, c'est qu'à chaque fois, ce corps humain, il est vu comme une globalité. Ce qui va avoir un impact, évidemment, dans les différentes médecines sur la prise en charge du patient. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, dans notre médecine occidentale, moderne, le corps du patient, on ne le voit pas de cette façon-là? En fait, c'est très simple. Jean-Pierre Peter, qui a fini sa carrière comme historien des sciences au Collège de France, lui fait remonter ça aux grandes invasions. Alors, c'est pas d'hier, 476 après Jésus-Christ. Et il nous raconte qu'en fait, à l'époque des Grecs et des Romains, le patient, on savait tout. Il nous explique qu'à l'époque des médecins grecs, à l'époque d'Hippocrate, à l'époque des Romains, de Soranos d'Éphèse, et tous ces gens-là, en fait, le médecin avait une connaissance du patient qui était une connaissance totale, globale. Et que le médecin avait connaissance du patient, de son contexte, de sa famille, de son milieu de vie, enfin, avait énormément d'informations sur ce patient. Et puis que, malheureusement, il y a eu ces grandes invasions, des bibliothèques entières qui ont brûlé, et que ce savoir qui s'était constitué pendant des siècles, avec accumulation de savoir des praticiens qui construisaient des bibliothèques, qui prenaient des notes, etc., ce savoir s'est perdu. Et il nous a fallu plus de 1000 ans, en fait, largement plus de 1000 ans, pour commencer à pouvoir le reconstituer.
Est arrivée là-dessus la deuxième catastrophe, si je puis dire, pour notre médecine, qui a été l'époque de Descartes, qui a été à la fois une catastrophe au sens humain du terme, qui a été à la fois quelque chose de génial du point de vue de la connaissance du corps. Donc on ne peut pas vraiment parler de catastrophe, ou alors ce serait une catastrophe triomphante ou un triomphe catastrophique. Enfin, je vous laisse l'embarras du choix. Ce qui s'est passé en gros à l'époque de Descartes, c'est qu'on a commencé à voir le corps humain comme un ensemble de rouages qui seraient composés de petites pièces, un peu comme des pièces de voiture, qu'on pourrait interchanger, arranger. Et alors tout ça comment? Par les dissections. L'époque de Descartes, c'est le début de la grande époque des dissections du corps humain. Et à partir du moment, nous explique Jean-Pierre Peter, où il y a eu ce travail autour du corps humain, qui était fait pourquoi? Pour mieux le connaître, tout simplement. Les praticiens se sont peu à peu éloignés des malades et ont à la fois, et de manière paradoxale, commencé à en savoir de plus en plus sur le fonctionnement du corps et de moins en moins sur qui est le malade, qu'est-ce qu'il a, comment il s'appelle, quel est son milieu social, comment il s'entend avec sa femme, ça peut influencer la santé. Comment sa vie se passe, sa culture, etc., etc. Et il nous explique qu'en fait, l'apogée de tout ça, ça a été la Révolution française, avec tous les morts que vous connaissez, puisqu'à l'époque de la Révolution française, il y avait tellement de monde qui passait à l'échafaud, c'était absolument génial pour les facs de médecine, parce que des cadavres, on en récupérait tant qu'on voulait, et c'était pas très difficile d'en avoir pour les dissections. Et donc du coup, ça a donné des médecins célèbres, des gens absolument passionnants, mais pour autant, on s'est complètement éloigné des patients. Et Jean-Pierre Peter nous explique qu'en fait, le mouvement inverse, qui est de chercher à se réapproprier, dans une certaine mesure, la vie des patients, la connaissance de ce qu'est un patient, il n'est pas si vieux que ça. Donc lui, il fait remonter ça, en gros, il y a 20 ans, 30 ans, c'est quand même quelque chose d'assez récent, de vouloir revenir un petit peu à une connaissance globale des patients, et que jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, la médecine allait plutôt dans le sens d'une spécialisation de plus en plus pointue, qui pouvait largement se justifier, puisque il ne faut pas cracher dans la soupe, ça a quand même fait avancer la science et ça a permis de découvrir énormément de choses. Mais par exemple, moi je me souviens avoir fait une conférence à la Timone à Marseille il y a quelques années, avoir découvert que dans l'hôpital dans lequel je faisais une conférence, il y avait un monsieur qui était chirurgien spécialiste du petit doigt. Et je me suis dit, ok. Il a fait près de 20 ans d'études pour être spécialiste du petit doigt. Je veux dire, ça interpelle quand même. Je me dis, qu'est-ce qu'il sait de son patient? Est-ce qu'il va au-delà du petit doigt? Alors c'était de la chirurgie, c'était quelque chose, c'est sublime, hein, c'est de la chirurgie de pointe, d'accord, mais le patient au milieu de tout ça, voilà, ça m'a quand même bien interpellée. Donc, partant de là, je vais essayer de vous donner 3 exemples de médecine qui ne fonctionnent pas du tout comme celle que vous connaissez. Donc la première dont je vais vous parler, c'est la médecine chinoise. Alors d'abord, notre médecine, il faut savoir, notre médecine occidentale moderne, il faut savoir que par rapport à toutes ces médecines dites non occidentales, alors dans les textes, vous les trouvez sous le nom de non conventionnelles, alternatives, enfin il y a tous les termes, tout et n'importe quoi d'ailleurs. Il y a des médecines qu'on qualifie de médecine savante, qui sont des médecines pour lesquelles on a des textes, et il y a des médecines qui sont transmises par l'oralité. Les médecines transmises par l'oralité n'en sont pas moins, parfois aussi efficaces et légitimes que les médecines savantes. Mais bon, pour autant, j'ai une demi-heure, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler, d'en développer énormément. Donc cette médecine chinoise, elle est vieille de près de 3000 ans. Les textes les plus anciens qu'on a en médecine chinoise, ils ont 3000 ans. Il faut quand même se rappeler que notre médecine à nous, si on la fait remonter à la pasteurienne, on a 150 ans de médecine derrière nous, 200 ans. On peut la faire remonter un peu plus, d'accord, mais on n'a pas 3000 ans derrière nous, déjà. Alors, cette théorie médicale chinoise, sur quoi elle repose d'abord? Elle repose d'abord sur une philosophie taoïste, et elle a ceci de particulier, ou de pas particulier d'ailleurs, on va retrouver un peu partout à la surface de la planète, qu'elle ne sépare pas, en fait, le corps et l'esprit. Et le principe général est celui-ci, c'est le fait de conserver l'esprit dans un état de vide et de quiétude qui va permettre à l'énergie vitale, qu'on appelle le qi, de circuler librement dans l'organisme.
Alors, la médecine chinoise, elle est très surprenante, en ce sens que quand on commence à s'y intéresser, on a l'impression qu'elle s'intéresse assez peu à l'anatomie. À la fois assez peu et à la fois complètement, mais pas du tout de la façon dont nous on s'y intéresse, tout au moins. C'est ça qui est un petit peu déroutant. Donc elle interprète, cette médecine chinoise, le corps humain par analogie avec des phénomènes du monde naturel. Alors je vais vous donner quelques exemples après par rapport aux organes et par rapport à l'œil précisément. Et en fait, en médecine chinoise, on considère que tout est relié avec tout. L'espace est relié avec le corps, est relié avec l'alimentation, est relié avec des agents qui peuvent être des éléments naturels, des couleurs, des jours de la semaine, certains moments de l'année, des saisons, enfin tout est relié à tout en fait. Donc on a en médecine chinoise deux grandes tendances contraires qui s'affrontent, ça tout le monde le sait, c'est le yin et le yang, et on considère que l'homme en fait est une interaction de yin et de yang qui sont supposés se compléter et s'engendrer mutuellement. Donc ce qi, dans la pensée chinoise, il a réellement une place centrale. C'est le qi qui est supposé assumer les fonctions principales de l'organisme. On considère qu'il disparaît avec la mort et il provient en fait de la respiration et des aliments, dont la partie la plus subtile, qui passe par les saveurs, va participer avec ce qu'on appelle l'essence à un renouvellement permanent des composants du corps. Alors ce qi, il circule d'autant mieux que l'individu a un rapport à son environnement qui est un rapport harmonieux, ce qui explique la pratique du sport, le tai chi, ce qui va permettre d'équilibrer le qi, et une relation très importante aussi à l'alimentation. En médecine chinoise, l'alimentation fait partie intégrante de la médecine, on se soigne avec ce qu'on mange. Donc les composants du corps en médecine chinoise, on les range en 5 catégories, ce qui peut être un peu perturbant par rapport à la médecine occidentale moderne. Donc il y a la chair, la peau et les poils qui sont rangés ensemble, les tendons et les muscles qui sont ensemble, les os et les vaisseaux sanguins sont rangés ensemble aussi. Et il y a quelque chose dans la médecine chinoise qu'on n'explique pas, c'est les méridiens, qui pour l'instant, il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place en termes de protocoles, de recherche, d'analyse, etc. autour des méridiens. Et notre médecine occidentale, objectivement, ne parvient pas à expliquer ce que sont ces méridiens, à quoi ils correspondent, comment ils fonctionnent. Et l'acupuncture, qui en fait est la conséquence de l'existence de ces méridiens, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est efficace. Il y a des opérations, par exemple, il y a un très grand hôpital à Pékin, j'y étais au mois de juillet, c'est assez bluffant, un hôpital de médecine traditionnelle chinoise. On s'attend à voir des hôpitaux poussiéreux, vieillots, on a des idées un peu préconçues sur la médecine traditionnelle. Là, c'est un hôpital qui est aussi ultra-moderne que l'hôpital de la Croix-Rouge à Tokyo, mais qui est un hôpital de médecine traditionnelle chinoise dans lequel on opère à cœur ouvert, sous acupuncture, pour l'anesthésie. Alors, si l'anesthésie sous acupuncture n'existait pas, je pense qu'ils auraient quelques morts dans les salles d'opération. C'est pas le cas. Or, le problème avec l'acupuncture, c'est qu'on sait que ça marche, mais on ne sait pas comment et on ne sait pas pourquoi. Et on n'a pour le moment pas trouvé la réponse à tout ça. Donc, j'en reviens un petit peu au qi. Donc, ce corps de qi, il s'organise en fonction des méridiens. Et donc, il y a une théorie des correspondances en médecine chinoise qui va rapprocher donc, chaque viscère d'un méridien et d'un élément de la forme corporelle. Donc, les organes sont regroupés par couple, ils sont affectés à des agents. Par exemple, le foie, la vésicule biliaire sont attribués à l'agent bois, la rate et l'estomac sont attribués à l'agent terre. Il y a un méridien yang de l'estomac, un méridien yin de la rate, enfin, tout est en fait relié à tout. Alors, l'acte thérapeutique, comment il se passe? Son objectif, ça va être de rééquilibrer le qi quand celui-ci est en déséquilibre.
Et donc ça va s'appuyer d'un point de vue pratique, d'un point de vue clinique, d'abord sur un interrogatoire qui va être aidé d'un examen clinique, notamment la prise du pouls, enfin des pouls pour être plus exact, ce qui va donner des informations sur l'état du chi, sur l'état du sang, et ça va en fait permettre de relier les maladies à un organe, à un méridien, à un agent, à une saison, à l'alimentation, etc., etc. Et donc cette médecine traditionnelle chinoise, non seulement elle est toujours pratiquée, il y a énormément d'hôpitaux qui la pratiquent en Chine, et dans le cursus d'études des étudiants en médecine en Chine, ils ont à peu près l'équivalent de ce qui existe chez nous, à savoir une première année qui est la PACES, et à partir de la deuxième année, ils ont la possibilité de choisir une option, c'est exactement la même chose que chez nous, et dans ces options, il y a médecine traditionnelle chinoise, auquel cas ils ont la possibilité de suivre un double cursus, un cursus de médecine occidentale moderne, biomédicale, et un cursus de médecine traditionnelle. Et dans certains cas, ils ont l'option, à un moment donné de leurs études, à partir de la 7e année, qui correspondrait chez nous à l'internat, d'opter et d'embrayer uniquement sur la médecine traditionnelle. Alors je vais juste vous montrer un petit tableau, je ne sais pas si vous arrivez à lire les petits caractères qui se trouvent là-dedans. Non, c'est trop loin. Juste pour vous donner une idée de la complexité de cette médecine. Donc, je voulais juste vous donner l'exemple de l'œil, puisqu'a priori c'est ce sur quoi vous vous penchez pas mal. Donc, on dit en médecine chinoise, alors si on prend comme orifice l'œil, l'œil est considéré comme un orifice, et pas comme un organe en médecine chinoise. Il y a des différences assez impressionnantes par rapport à la médecine occidentale moderne. On va dire que le foie va dans l'œil, ce qui n'est pas complètement idiot si on y réfléchit bien. L'œil va être relié à une couleur qui est le vert. La saison qui correspond aux maladies qu'on va avoir à l'œil, c'est le printemps. La direction, c'est l'est. L'agent, c'est le bois. La saveur, c'est l'acide. Quand on veut améliorer sa vue, on dit en médecine chinoise qu'il faut consommer des aliments acides. L'animal, c'est le coq. Les animaux, c'est le coq. Alors là, par contre, je vous avoue que très sincèrement, je n'ai pas la réponse. La céréale, c'est le blé. Il y a une planète qui est Jupiter. Pour la forme corporelle, c'est des tendons et des muscles. Le chiffre 8. Et également des odeurs. L'odeur de rance, l'odeur de sueur qui correspond à l'orifice qui est l'œil. Donc, oui, il faut que je me dépêche. Donc, je me dépêche. Donc, la médecine ayurvédique. Maintenant, deuxième exemple, je vous ai dit que j'irai très vite, malheureusement. Ça va forcément provoquer des frustrations, je suis désolée. Ça va vous comme des trucs. Oui, c'est ça. Donc, la médecine ayurvédique, c'est une médecine qui est originaire de l'Inde. C'est une des plus anciennes médecines connues à la surface de la planète, puisque les Védas, l'Ayurveda, c'est un texte dont les premières versions ont à peu près 5000 ans. Donc en Inde, ces études, les études de médecine ayurvédique, elles se font à l'université, même principe, à l'heure actuelle, première année qui correspond à la PACES. À partir de la deuxième année, il y a la possibilité en Inde de commencer à se former à la médecine ayurvédique, qui est étudiée de manière parallèle à la médecine biomédicale. Ça, c'est un premier canal de formation. Et le deuxième canal, c'est d'apprendre la médecine de maître à disciple avec ce qu'on appelle un gourou. Ce qui existe aussi, les deux existent. Alors, la médecine ayurvédique, elle a ce site particulier que quand un étudiant choisit de la France, c'est comme s'il apprenait deux spécialités en même temps. Donc, comme s'il faisait en même temps des études de médecine et des études de pharmacie. Parce que le praticien de médecine ayurvédique prépare lui-même ses remèdes. Donc, c'est un double cursus, quelque part, qui peut durer, dans certains cas, 15 ans jusqu'à 20 ans. J'ai entendu un médecin spécialiste de médecine ayurvédique me dire qu'il considérait n'avoir jamais fini sa formation et que pour lui, il serait en études toute sa vie, mais qu'il avait considéré commencer à avoir quelques connaissances sur sa discipline après 25 ans d'études. Donc, cette médecine ayurvédique, c'est une médecine de type holistique, même chose, qui a ce site particulier qu'elle replace l'individu à la fois dans son contexte social, dans son contexte familial, dans sa dimension individuelle, physique et spirituelle. Et on pense dans l'Ayurveda que la maladie, elle atteint à la fois le corps, l'organe, mais pas uniquement.
on pense que la maladie, elle atteint également l'âme et l'esprit. Ce qui fait qu'on va toujours traiter les trois à la fois. On va toujours traiter le corps, l'âme et l'esprit. Et cette médecine, elle est d'autant plus intéressante pour nous qu'elle fait écho aux anciennes médecines que vous avez étudiées, et notamment aux théories hippocratiques, puisque la médecine ayurvédique est une médecine des humeurs, et qu'on peut souvent faire des parallèles assez précis avec les théories hippocratiques. Donc il y a trois humeurs principales qu'on appelle les doshas en médecine ayurvédique, donc le vent, qu'on peut également traduire par air-esprit, on l'appelle pneuma aussi en médecine ayurvédique. C'est une espèce de force vitale. On pourrait dans une certaine mesure l'assimiler plus ou moins au chi de la médecine chinoise. Il y a des choses qui peuvent se comparer, mais pas totalement. La bile également, qui va être assimilée à la chaleur, au feu, et enfin le mucus qu'on assimile à l'eau et à la terre. Donc vous pouvez remarquer que comme dans la médecine chinoise, en fait, les éléments vont être reliés les uns avec les autres. Des éléments qui appartiennent à la terre, des éléments qui appartiennent au corps, vont en fait être regroupés et on va trouver des correspondances. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur un principe d'équilibre. L'individu est en bonne santé quand il y a un équilibre entre ces différentes humeurs, tout simplement. Donc, selon la médecine ayurvédique, et là on peut également faire un parallèle avec les théories hippocratiques, chaque individu possède un ou des doshas dominants, et ces doshas vont déterminer la personnalité de l'individu, son caractère, son mode de vie, la manière dont il va s'adresser aux autres, ses forces, ses faiblesses. Et donc l'équilibre de chaque individu va être variable en fonction des doshas qu'il a à l'intérieur du corps. Ceux-ci vont servir de base à tous les conseils médicaux qui seront donnés par le praticien. En termes de régime, il y a également une très très grande importance donnée à l'alimentation, de style de vie, avec l'importance du sommeil notamment, d'harmonisation également entre le corps et le cosmos, avec la pratique du yoga, qui est liée à l'harmonie du corps et au lien entre le corps et le cosmos. Et le yoga dans la médecine ayurvédique fait partie intégrante de la médecine, c'est pas seulement vu comme un sport, c'est vraiment une partie intégrante du traitement médical. Donc ces techniques médicales, elles sont très diverses. Il y a des textes qu'on connaît depuis très peu de temps maintenant, tout simplement parce qu'ils étaient écrits en sanskrit et qu'il y avait très peu de spécialistes du sanskrit. Alors ces textes, ces traités de médecine ayurvédique sont traduits en gros depuis maintenant une trentaine d'années, en anglais surtout, parce que tout simplement des médecins font des études en Angleterre et reviennent, donc sont capables de lire le sanskrit et de traduire ces textes en anglais. Donc on sait qu'il existe en médecine ayurvédique des traités très divers de chirurgie, des traités d'urologie, des traités d'ophtalmologie, des traités de ce qu'on appellerait la psychiatrie. Alors en médecine ayurvédique, on parle de maladies attribuées aux démons pour la psychiatrie, l'équivalent, et donc qui existent de façon très précise, avec des schémas, des graphiques, des manières d'opérer, des conseils sur la façon d'inciser, tout ça ayant plus de 3000 ans. Et on est en train de découvrir ça maintenant, depuis une trentaine d'années, donc des choses qui existent depuis vraiment très longtemps. Alors je veux juste vous montrer un petit exemple en ophtalmologie pour vous montrer un de vos confrères au travail avec un patient, tout simplement. Vous entendez, le fois c'est sous-titré. Toxicology, geriatrics, etc. Here, the ophthalmology comes in the brand of Urtvanga Jinisa. Urtvanga means above the neck. The main difference between, just for a comparable study, we can say that between the modern ophthalmology and Ayurveda, it is entirely different.
back screen of the eye where the images fall and we are able to see. That retina is being leaked out by a yellow fluid. In modern medicine, they look upon to arresting it through laser treatment, laser photocoagulation. What does the laser treatment do? It just simply closes the leak. It does not look into the prevention of the, or to prevent the further leakage, which may take place in the future. In that case, when we look into that through the angle of Ayurvedic science, there are excellent medications to remove the cause of this disease by which this leakage takes place in the blood. So one reason we know that is diabetes. Another reason there is incorporated is Pitta dosha. And there is an imbalance in the Pitta dosha. These therapies and treatments had given tremendous result in the patient. He is attending the office even late evenings. And now the patient is able to come alone without any help of any people, which was not imaginable when he had the problem. Alors, on est effectivement là dans un traitement qui peut peut-être surprendre, ou qui tout au moins peut interpeller. Donc, ce qu'elles ont de particulier également, toutes ces médecines non occidentales, c'est que la plupart du temps, même de manière systématique, elles font un lien entre corps biologique et corps social. Ce que vous n'avez pas vu dans le petit exemple que je vous ai montré là, c'est tout le travail qui vient en amont, qui est effectué donc, par le praticien, d'entretien, de discussion avec son malade pour mieux le connaître, pour comprendre ce qui se passe, pour connaître son milieu social, sa culture, la manière, quel sens il donne à sa maladie, pour lui, pourquoi est-ce qu'il a ces problèmes-là, etc., etc. Et donc le corps biologique, le corps social sont justement deux choses qui sont là pour le coup plus que reliées, complètement indissociables. Alors quand on s'intéresse également à l'œil, on fait aussi forcément, on se pose un certain nombre de questions autour des représentations qui peuvent exister dans d'autres sociétés que notre société occidentale moderne. Et par exemple, le fait que dans beaucoup de sociétés, ceux qu'on appelle les voyants, c'est justement ceux qui ne voient pas, pour commencer. C'est la première chose. Et donc, ils sont supposés, ces voyants, être en lien avec ce qu'on ne voit pas et ce que lui voit, donc le monde de la surnature. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant, peut-être, pour nos manières occidentales de voir les choses, on va dire. D'autre part, le regard, il a une charge socialement parlant. Dans à peu près toutes les sociétés de la planète, on craint le mauvais œil, à La Réunion particulièrement. Ici, les petits-enfants, j'ai entendu le fait qu'il y avait des pédiatres parmi vous, vous les voyez certainement arriver souvent avec un petit point noir entre les yeux, une petite tache noire entre les yeux. C'est justement contre le mauvais œil, c'est une protection. Donc l'œil, le mauvais œil, la charge sociale du regard, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de neutre du tout. Donc ces croyances médicales, et j'aime pas du tout le terme croyance personnellement, parce que ça a toujours un petit côté un peu péjoratif. Vous remarquerez que nous, on a toujours le savoir et la foi, les autres, ils ont toujours des croyances. Hein. Enfin, bon, ça, c'est un détail. Donc, je préfère parler de savoirs médicaux, personnellement. Ils sont souvent liés aux représentations du corps et de la maladie. Et par exemple, Serge Genet, qui est le collègue dont je vous parlais tout à l'heure, le collègue canadien dont je vous parlais tout à l'heure, il nous explique qu'au Cameroun, un peuple qui s'appelle les Bétis considère que le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Et donc, il dit que partant de cette logique-là, l'homme aliéné, c'est un homme sans intelligence. Et donc, l'aliénation mentale, on considère ça comme une maladie cardiaque. Ça va ? Voilà. Donc, en fait, on est parfois dans des cadres dans lesquels nos représentations même du corps et des logiques du corps sont complètement chamboulées, renversées, par la manière dont on se représente tout simplement le corps lui-même. Alors, dans le même registre, à La Réunion, si on prend les représentations du corps et qu'on demande simplement à un patient de montrer, faites l'expérience, demandez aux patients de vous montrer leur estomac. Et vous vous rendrez compte que l'estomac, à La Réunion, en créole réunionnais, l'estomac, c'est beaucoup de choses. Et qu'il ne suffit pas de donner du Malox à un patient qui vient voir pour des maux d'estomac,
ça peut être l'estomac, ça peut aller jusqu'au cœur, donc ça peut être un début d'infarctus. C'est quand même gênant de ne pas s'en rendre compte. Et puis l'estomac, ça peut être aussi les poumons, ça peut être, enfin c'est toute la partie supérieure du tronc, en fait, l'estomac. Donc en fait, voilà, ça va interpeller, on va dire. Alors en médecine chinoise, et à la Réunion aussi d'ailleurs, on dit que celui qui a de la bile a la vue qui baisse. Dans notre médecine réunionnaise, dans la médecine traditionnelle réunionnaise, il y a, comme dans la médecine ayurvédique, comme dans la médecine hippocratique, des humeurs, dont la bile, le sang, qui est l'humeur principale, ce qu'on appelle le vent aussi, qu'on pourrait presque assimiler au pneuma de la médecine ayurvédique. Et on dit qu'effectivement, celui qui a de la bile, sa vue baisse, ce qui nous rappelle un petit peu ce que disent les Chinois autour du lien entre l'œil et le foie, quand on dit que le foie se voit dans l'œil. Donc en fait, on peut faire des liens entre toutes ces médecines. Il ne faut pas non plus oublier la classification des maladies, et sachant qu'elle est très variable selon les sociétés, et cette classification, très souvent, elle va déterminer le sens qu'on donne au mal. Par exemple, l'exemple que vous donnez, Serge Genet, au Cameroun, clairement, ça donne une étiologie, mais qui n'a rien à voir avec l'étiologie qu'on pourrait donner dans la médecine occidentale. Donc cette classification, elle renvoie souvent non seulement aux catégories qui sont associées à la maladie, mais ça renvoie plus souvent encore à une représentation globale du monde, tout simplement. C'est également vrai pour ce qui concerne les maladies mentales, pour lesquelles, dans certains cas, l'étiologie va renvoyer à une représentation locale du mal. Il y a en anthropologie médicale ce qu'on appelle les culture bound syndromes, qui sont des maladies qui, à proprement parler, n'ont pas de sens dans la médecine occidentale moderne. Elles n'ont juste pas d'équivalent. C'est comme si vous étiez en linguistique avec ces expressions qu'on appelle les expressions idiomatiques qui sont parfaitement intraduisibles. Ben là, on est exactement sur la même chose, mais sur un registre médical. Ce sont des maladies pour lesquelles on n'a absolument pas d'équivalent biomédical possible. Non pas que le patient soit complètement affabulateur ou mythomane et qu'il invente quelque chose, il y a juste que les symptômes, ce qu'il ressent dans son corps, ça renvoie à des logiques du corps qui nous sont totalement étrangères et qu'on ne peut comprendre qu'en rentrant à l'intérieur de cette culture et du sens qui est donné à la maladie dans cette culture. Par exemple, à La Réunion, il y en a une quantité énorme. Par exemple, ce qu'on appelle la crise à La Réunion, ça n'a rien à voir avec la crise CRISE, c'est pour ça que moi je lui mets un petit K, K-R-I-Z. Ce qu'on appelle la crise à La Réunion, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose de tout à fait spécifique qui peut renvoyer à une étiologie avec des sorts jetés, etc. Il y a plein d'autres... il y a plein d'autres maladies, comme ce qu'on appelle le tamba chez les petits-enfants. Enfin, il y a une quantité de culture bound syndrome comme ça à La Réunion qu'on ne peut comprendre qu'en rentrant dans les logiques telles que les gens conçoivent eux-mêmes. J'ai presque fini. En gros, en anthropologie médicale, on a une littérature qui est très très riche autour de tout ça et qui nous montre à quel point les traitements vont être vraiment divers, variés. Ces représentations de la maladie sont à la fois très diverses, très variées, mais pour autant, on l'a vu tout à l'heure, on peut faire des parallèles souvent, on peut faire des ponts entre les différentes médecines. La seule avec laquelle on ne puisse pas vraiment faire de pont, avec laquelle il y ait du mal à faire communiquer toutes ces médecines non occidentales, c'est notre médecine occidentale moderne, c'est notre biomédecine. Elle est juste à part, on va dire. Alors, dans tous ces traitements, évidemment, il y a une part importante qui est donnée à la phytothérapie. Bon, ça, c'est pas un scoop. Il faut savoir qu'il y a quand même 80% des médicaments sur le marché à l'heure actuelle qui sont mis au point à partir de composés qui sont des composés végétaux. Donc, on reconnaît très bien les médicaments allopathiques. On a du mal à reconnaître le fait que les gens utilisent des plantes. C'est pas très logique, mais enfin bon, voilà. Et puis, je pourrais vous parler très longtemps des traitements. Quand on s'intéresse à ces médecines non occidentales, on se rend compte qu'il y a une profusion de traitements possibles. D'abord d'utilisation des plantes, c'est pas seulement des tisanes ou 3 feuilles qu'on met dans le dos, ça c'est l'image qu'on a à l'extérieur quand on ne connaît pas trop les choses, mais il y a une profusion de traitements, et puis il n'y a pas que les traitements par les plantes, il y a également toutes les techniques de soins à proprement parler, comme celle dont vous avez vu un exemple. Et ces traitements, donc, ils vont être souvent complétés par des actes techniques qui peuvent être des massages, de la pose de ventouse, de sangsues, des saignées, des scarifications, des actes chirurgicaux,
etc., etc. Enfin, on va observer un lien donc, entre le contexte général de la société et la définition qu'on va donner à la maladie. Et puis parfois, on se rend compte, quand on a donné une définition à une maladie, qu'on la classe dans ces fameux Kölscher-Brown syndrome, que finalement, c'en est pas. On a un exemple célèbre en anthropologie médicale, qui est une maladie qu'on appelle le kourou, qui existe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que dans un premier temps, on a classé comme Kölscher-Brown syndrome, et puis on s'est rendu compte que dans les villages dans lesquels ça existait, ben, les gens avaient été anthropophages, et que finalement, le kourou, c'était quoi? C'était une encéphalopathie spongiforme. Donc en fait, bah oui, c'est tout bête. Donc ça n'avait rien à voir avec un Kölscher-Brown syndrome, et il a fallu qu'il y ait Cache-Dussek qui s'intéresse à ça, et aux maladies dégénératives, pour qu'on se rende compte que, bah oui, finalement, ça se tenait parfaitement. Voilà. Donc tout ça, ça nous montre que le traitement d'un organe, je termine là-dessus, on ne peut absolument pas le séparer du contact dans lequel vit la personne qui est dépositaire de cet organe, que le corps humain, c'est très difficile de traiter de manière fractionnée, comme si chaque élément corporel était dissociable du reste du corps, à la fois du corps biologique, mais aussi du corps social. En passant à côté du corps social, en passant à côté de la totalité de l'individu, on passe à côté de quoi? On passe notamment, d'un point de vue très terre-à-terre, à côté de l'observance thérapeutique du patient. Parce que tout patient qui ne se sent pas reconnu en tant qu'individu dans son corps, dans ce qu'il sent, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il vit, dans la manière dont il ressent le mal, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie.